Bienvenue à chacun et à tous. Au menu du duel de ce dimanche, la lutte contre la corruption et autres infractions économiques en République du Bénin. Je cite, « Je ferai de la lutte contre la corruption mon combat de tous les jours ». Fin de citation, disait le président de la République Patrice Talon dans son discours d'investiture à Porto Novo. Nous étions le 6 avril 2016. Et le nouveau pas posé dans ce sens cette semaine, c'est la création à la présidence de la République du Bénin de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, une initiative du Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022. Dans la foulée, comme pour conforter cette idée du gouvernement, le Parlement informait l'opinion de certains actes de mauvaise gestion notés au Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, au titre de l'année 2020. La mission de contrôle de gestion dépêché par l'Assemblée nationale, a révélé dans son rapport des irrégularités financières chiffrées à environ 18 milliards de nos francs CFA, dont 8 milliards passés en perte définitive. D'où cette question fondamentale. Les Béninois sont-ils trop résistants face à la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance en République du Bénin? Cette question, mesdames et messieurs, est au cœur de ce débat. Et pour essayer d'apporter des éléments de clarification et de réponse, je reçois pour vous sur ce plateau deux protagonistes. Karim Goundi, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire à la jeunesse et aux loisirs au sein du Parti Les Démocrates. Merci de votre disponibilité en ce dimanche. Merci beaucoup. En face de vous, Lukman Tidjani, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. Vous êtes acteur politique dans un parti de la majorité présidentielle Bloc républicain. Merci d'être là. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Vous permettez de clarifier, c'est vrai, je suis membre du parti du Bloc républicain, mais ma participation sur ce plateau aujourd'hui, c'est à titre personnel. D'accord. Je n'ai pas été mandaté par le parti et je pense que tout au long du débat, que cela soit compris et apprécié par les téléspectateurs comme tel. Voilà, c'est compris, c'est noté votre remarque. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez intervenir dans cette émission à travers des messages WhatsApp. Le numéro est affiché à votre écran, c'est le 54 10 18 19. Vous nous écrivez, il y a certains téléspectateurs qui nous envoient des audios. Il nous est impossible de pouvoir lire vos audios en pleine production. Nous voulons juste des messages, des textes par WhatsApp ou même peut-être par SMS simple. Alors, Karim Goundi, je l'ai dit tout à l'heure, depuis plusieurs années, depuis même des décennies, le Bénin fait face à, on va dire, à une crise de gouvernance, la mauvaise gouvernance, la corruption. Et qu'ils nous souviennent qu'en 2006, à l'arrivée du président Boniaï, on a assisté à une marche verte contre la corruption. Mais 10 ans après, on se souvient des scandales qu'on a enregistrés ici et là. À l'arrivée du président Patrice Talon, toujours dans la même dynamique, on est passé à l'action peut-être avec la création de la CRIET, de nouveaux dispositifs pour lutter contre la corruption. Mais là, cette semaine, on apprend encore qu'au CNCB, par exemple, il y a eu des irrégularités de 18 milliards de nos francs CFA. Est-ce que le Béninois est, on va dire, trop résistant face à la lutte contre la corruption? Pour souhaiter une bonne année à vos téléspectateurs et téléspectatrices, surtout aux militants, militantes, sympathisants du parti Les Démocrates. Je profite aussi pour dire une bonne année à mon président Éric Ndété, mon président d'honneur, le président Thomas Boniaï. Le tableau que vous avez peint, effectivement, c'est un tableau assez noir par rapport à la corruption. Mais contrairement aux autres régimes, vous allez constater que sous le régime du président Patrice Talon, les dénonciations contre les faits de corruption sont un peu rares. Pourquoi? Il y a deux faits. Et ces dénonciations-là, je pense que elles sont rares parce que, pour ma lecture, ce que j'ai fait, c'est que je ne vois pas une volonté politique manifeste sous la rupture de lutter contre la corruption. Je vous dis pourquoi. Oui. Il y a deux faits. Le premier fait, c'est le code numérique. Vous savez, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, c'est quand même un instrument important des peuples, de la masse, à s'exprimer. Puisqu'on dit en démocratie, c'est la liberté d'expression, ainsi de suite. Au moins, les réseaux sociaux permettent aux Béninois de s'exprimer. Alors, on a un code numérique qui est venu et on a mis dedans que les actes administratifs ne doivent pas être diffusés sur les réseaux sociaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous mettez cette contrainte, vous mettez cette coercition, c'est que vous découragez les gens
à dénoncer. Parce que... on n'a pas empêché les gens d'écrire. Non, on n'a pas empêché les gens d'écrire, mais on dit aux gens... On a dit d'écrire vrai. Oui, d'écrire vrai. Mais on dit aux gens, c'est dit dedans, que les actes administratifs ne doivent pas être diffusés sur les réseaux sociaux. Alors, si je veux dénoncer un fait de corruption dans une administration, la preuve, c'est l'acte administratif qui a été pris. Alors, si on dit on ne doit pas publier, et on a vu même des députés en exercice qui ont publié ces actes-là et qui ont été poursuivis, alors je me dis... on veut de quelque chose de son contraire. Deuxième fait, le deuxième fait, c'est qu'à l'arrivée de la rupture, il y a une loi qui avait été votée en 2011 par le président Boni Yayi qui mettait la prescription des faits de corruption à 20 ans. Ça dit quoi en français facile? Si vous êtes victime, si vous êtes fautif d'un cas de corruption, vous pouvez être suivi pendant 20 ans. Alors, le régime de la rupture vient, ils abrogent la loi et ramènent de 20 ans à 6 ans. Bon, moi je me dis, 20 ans à 6 ans, on veut protéger qui en fait? Alors que le président Boni Yayi, en fait, proposait déjà que si la révision de la Constitution avait lieu sous lui, il fallait même lever ces 20 ans pour que ça soit définitif. Alors, lorsque vous me dites, est-ce que les Béninois sont dus d'oreille peut-être en matière de lutte contre la corruption? Il dit non. Les Béninois ne sont pas dus d'oreille. Moi, je vois, par exemple, une mauvaise volonté, un manque de volonté politique réelle sous la rupture de lutter contre la corruption. Et au cours du débat, je vais vous faire certaines démonstrations. Très bien. Lukman Tidjani, est-ce que de votre position, vous avez l'impression que la volonté politique n'y est pas en ce qui concerne le régime actuel face aux actes de mauvaise gouvernance? Non, je pense que c'est fait preuve de mauvaise foi en disant qu'il n'y a pas de volonté politique. Vous avez fait dans votre introduction tout à l'heure le rappel en 2006. Cette volonté politique du président Boni Yayi avait été manifestée par une marche verte, une marche qui a surpris tout le monde et les faits, nous les avons connus après. Aujourd'hui, c'est peut-être parce que mon ami M. Gounou ne voit pas de marche verte. C'est peut-être parce qu'il ne voit pas le chef de l'État courir dans les administrations, lever le ton sur les travailleurs, qu'il pense qu'il n'y a pas de volonté, qu'il y a un manque de volonté politique. Je pense que la volonté politique s'exprime d'abord non seulement par le message qui est porté au plus haut niveau. Et au-delà de cette phrase que vous avez prononcée, le chef de l'État qui a dit qu'il fait de la lutte contre la corruption son combat quotidien, je pense qu'au-delà du message, un autre message qui a été lancé depuis 2016, c'est que la lutte contre la corruption, ce n'est pas devant les caméras. La lutte contre la corruption, ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans les micros, c'est sur le terrain, c'est en mettant en œuvre un certain nombre de mesures, de stratégies qui permettent d'attaquer le mal là où il se trouve. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, il y a un certain nombre de mesures institutionnelles, juridiques qui sont mises en place pour renforcer la lutte contre la corruption dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur l'arsenal juridique. C'est vrai, vous avez parlé de la loi où on a ramené la prescriptibilité des crimes économiques à 6 ans dès le moment où le crime a été connu, contrairement à l'autre. Je ne vais pas vous rappeler la création de la juridiction de la Criette aujourd'hui, qui, au-delà de tout ce que les gens peuvent lui porter comme critique, fait aujourd'hui écho et dans la population crée un sentiment d'appropriation de la lutte contre la corruption au niveau de nos concitoyens. Je pense qu'aujourd'hui, la corruption, c'est pas un phénomène qui est inné ou propre à un régime, mais que depuis 2016, vous devez reconnaître, puisque vous pensez qu'il n'y a pas de dénonciation. Il n'y a pas de dénonciation simplement parce que de plus en plus, les citoyens comprennent que la corruption, c'est un fléau qu'il faut lutter et que les mesures qui sont prises au niveau des acteurs, au niveau des mesures des pouvoirs publics, permettent d'enranger ce mal-là. On ne va pas lutter, on ne va pas avoir une corruption zéro en 5 ans ou en 10 ans ou passant d'un régime X à un régime Y, mais au fur et à mesure, vous comprenez que de plus en plus aujourd'hui, nous avons au niveau de l'administration une prise de conscience au niveau de nos concitoyens. Vous avez dans la population générale un sentiment, une appropriation de la lutte contre la corruption. De plus en plus, les dénonciations, vous ne les aurez pas sur les réseaux sociaux parce que vous avez l'obligation de respecter aussi la vie privée, vous avez l'obligation de respecter aussi les procédures administratives, les protocoles d'État. On ne peut pas aujourd'hui relayer des actes administratifs sur les réseaux sociaux, mais au-delà des réseaux sociaux, nous avons eu pendant plusieurs années des plateformes de dénonciation qui permettent au pouvoir public de prendre des mesures. Aujourd'hui, il y a quelques jours, à la faveur du Conseil des ministres, on a mis en place une cellule qui permet de dénoncer. Donc ceux qui pensent que dénoncer, c'est uniquement sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils ont une plateforme, ils ont une entité où ils peuvent dénoncer en entendant que
de plus en plus les populations puissent s'approprier cette lutte contre la corruption. Alors, Karim Goundi, lorsqu'on suit l'actualité, on se rend compte que depuis plusieurs années, depuis quelques années en tout cas, beaucoup de personnalités se voient privées de leur liberté, ou tout simplement interpellées quand même, dans le cadre de détournement présumé, ou en tout cas mauvaise gouvernance présumée. Lorsque vous parlez d'absence de volonté politique, est-ce que ce n'est pas fait preuve peut-être d'une certaine malhonnêteté intellectuelle? Là, vous avez la parole pour nous démontrer ce qui sous-tend votre position initiale, selon laquelle les gouvernants actuels ne sont pas suffisamment engagés dans la lutte contre la corruption. Alors, merci beaucoup. Tout à l'heure, quand M. Lukman Tidjani a pris la parole, il a parlé de la création d'un dispositif central à la présidence de la République. Je vais vous dire ceci. Par rapport à ce dispositif-là, je suis clair, je suis formel. Je vous dis, ça, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut lutter contre la corruption, on ne s'auto-surveille pas. On va revenir sur la nouvelle cellule. C'est D'accord. ça que vous parlez, non? Oui, on va y revenir. D'accord. Donc, si... Parce que vous parlez d'absence de volonté politique. Moi, je voudrais d'abord que vous puissiez nous démontrer en quoi le gouvernement actuel, par exemple, ne lutte pas suffisamment contre la corruption. Et pour lutter suffisamment contre la corruption, il faudrait que la gestion soit claire, la gestion ne soit pas opaque. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Le fait qu'il y ait un manque de questions aux ministres à l'Assemblée nationale, c'est lié à la corruption. Les ministres vont à l'Assemblée nationale, ils font ce qu'ils ont à faire, ils sortent, personne ne les pose la question. Nous sommes aujourd'hui dans le mois de fin janvier, on a des classes par exemple qui sont sans enseignants, même dans Cotonou, et le ministre de l'enseignement secondaire ou bien le ministre de l'enseignement primaire va à l'Assemblée nationale faire un point, personne ne lui pose la question. Alors lorsqu'on est dans une situation pareille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, lorsque, comment on appelle, il y avait des questions par exemple à l'Assemblée nationale, mais un ministre avant d'aller à l'Assemblée nationale tremblait. Parce que c'est qu'il doit préparer ses dossiers. Parce que les marchés qui ont été exécutés dans son département ministériel, il doit suivre et savoir réellement leur évolution, sinon on va lui poser des questions. Aujourd'hui, on n'a pas de questions à l'Assemblée nationale. Lorsque, comment on appelle, M. Lukman Tidjani dit qu'il y a des institutions, il y a des services de contrôle, mais qui nous citent ces contrôles-là, qui nous citent réellement qui aujourd'hui, quelle structure aujourd'hui arrive à contrôler comment on appelle, la gestion du gouvernement en place. Sous le président Kérékou, sous le président Yahi, on a vu quand même des organisations de société civile très puissantes qui allaient sur le terrain, qui faisaient des recherches lorsqu'elles viennent au niveau des télévisions, des radios-télévisions pour faire le débat. Mais les gens tremblaient, les gens avaient peur. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler du FONAC encore comme avant? Chaque pays doit avoir son monsieur lutte contre la corruption. Le Bénin avait commencé avec, qu'on le veuille ou non, Jean-Baptiste Elias, quand il vient, c'est avec des arguments, c'est avec des preuves, et il dénonçait et les gens avaient peur. En France, ça a été d'une manière ou d'une autre Eva Joly qui était là et qui dénonçait. On sait que c'est une dame propre, elle dénonçait, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Aujourd'hui, personne ne parle. Lorsque vous gérez les affaires publiques et qu'il y a du flou et que personne ne peut réagir, on dit souvent lorsqu'il y a du flou, c'est qu'il y a du loup quelque part. Donc je ne vois pas cette volonté-là de lutter contre la corruption, surtout qu'ils ont posé un acte fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, ramener le délai de prescriptivité des actes de corruption de 20 ans à 6 ans. Entre nous, qu'est-ce que je peux aller dire aux enfants au collège quand je sensibilise les enfants contre la corruption? Je peux leur dire, c'était à 20 ans, si tu commets un acte, pendant 20 ans on peut te poursuivre. Maintenant on a ramené ça à 6 ans. Les gens vont me dire, monsieur, c'est qu'on veut protéger certaines personnes. Donc ça, c'est ce qui prouve réellement que je ne vois pas une volonté, je vois même une volonté affichée de ne pas lutter contre la corruption. Voilà ce que moi je vois. Lukman Tidjani, Je sur pense cette que question. vous êtes dans votre rôle, mais vous manquez aussi de pragmatisme dans votre discours. Je vais vous dire pourquoi. Oui. La lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement dans un ministère. Oui. La lutte contre la corruption, c'est dès le plus petit niveau. Déjà dans votre famille, oui, dans votre maison, dans votre école, dans votre administration, quel que soit là où vous vous trouvez. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de faire une question à un ministre pour dire que nous sommes en train de lutter contre la corruption. Quoique pendant des années, on a fait des questions à au ministre, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des cas de corruption dans les ministères. Donc aujourd'hui,
que nous ayons de moins en moins des ministres qui viennent répondre au Parlement de leur gestion ne veut pas dire que dans les ministères, dans les directions techniques, dans les administrations, les gens ne répondent pas de leur gestion. Vous savez aujourd'hui le nombre d'audits, de résultats d'audits qui ont été publiés, le nombre de personnes qui ont été poursuivies parce qu'ils devaient répondre de leurs actes. On vous a posé la question tout à l'heure, vous avez esquivé, parce que quand on parle de volonté politique, aujourd'hui, des gens répondent de leurs actes, indépendamment de leur position politique. Les gens répondent de leurs actes. Les gens ont toujours répondu de leurs actes, mais les gens continuent de répondre de leurs actes. Ce qui veut dire que cette volonté politique est là de demander à ce que ceux qui gèrent puissent répondre de leurs actes à un moment donné. Quand vous dites que les gens ne répondent, quand vous dites qu'il n'y a plus une question actuelle au gouvernement, sans ça, les gens continuent de répondre de leurs actes. Il y a eu des résultats d'audit. Est-ce que dans une démocratie, s'il vous plaît, est-ce que dans une démocratie, nous ne sommes pas là pour faire un débat sur la démocratie. Nous faisons le débat. Nous faisons le débat sur la corruption et la bonne gouvernance. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des faits qui permettent de dire que nous continuons et nous renforçons davantage la lutte contre la corruption. De plus, le délai de traitement des cas. Avant, lorsque ces cas allaient devant la justice, on attendait 3 ans, 5 ans, 6 ans. La création de la criette aujourd'hui fait qu'il y a une dextérité dans le traitement. Et les mises en cause savent à un moment donné quelles sont leurs responsabilités, quelles sont les peines ou quelles sont les obligations qu'elles ont vis-à-vis de l'État par rapport à cette responsabilité à un moment donné. Vous avez parlé du rôle de la société civile. Oui. Il n'appartient pas à un État de dire à la société civile à quel moment venir sur un plateau, à quel moment dénoncer les actes. Vous parlez du FONAC, vous parlez des organisations de la société civile. Je ne sais pas si aujourd'hui on a fermé le verrou aux organisations de la société civile de venir dénoncer sur des médias ou de dénoncer dans des structures d'État les actes de malversation. Non. Donc si aujourd'hui vous avez un monsieur qui pendant 10 ans l'a fait et qu'il a eu du retrait, que d'autres ne le font pas, il ne revient pas au gouvernement de le faire. Quoique, en absence de cette dénonciation publique, qui pour vous est un indicateur, mais n'est pas l'indicateur principal de la lutte contre la corruption, en absence de dénonciation publique. Aujourd'hui, comme je le dis, il y a tout un système, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. On peut dénoncer dans les ministères. Il y a les inspections générales des ministères, qui travaillent, qui produisent tout le temps des rapports. Il y a les audits qui vont tout le temps. On a créé par le passé des structures, on n'a jamais eu des résultats des rapports. Aujourd'hui, vous avez les résultats des rapports d'audit. Vous avez les rapports d'audit qui sont publiés et qui sont transmis à la justice pour que le travail soit fait. On n'a pas besoin de prendre des micros, on n'a pas besoin de prendre des caméras pour dire qu'il y a un travail qui se fait. Je pense que la volonté politique, elle y est. Elle y est et il faut la féliciter. Quand le chef de l'État dit qu'il en fait un combat, c'est qu'il en fait un combat et vous savez de quoi je parle. Non, quand vous dites ça, c'est comme si... Vous avez fini d'abord? Non, je laisse aller. Quand mon ami dit ça, c'est comme si... la parole du chef de l'État est une parole d'évangile. Elle n'est pas une parole d'évangile. La parole du chef de l'État est un émulateur. La parole d'un chef de l'État est émulateur. Donc aujourd'hui, ça émule autour du chef de l'État, ça émule autour de la population. Que vous le voulez ou non, vous savez très bien que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Quand on dit contrôler l'action gouvernementale, ça veut dire quoi? Contrôler si c'est bien fait, si c'est mal fait. Quand c'est mal fait, il y a corruption, donc on doit dénoncer. Il n'y a pas question au ministre pour pouvoir savoir réellement ce qui est en train d'être fait. Comment vous voulez que... c'est-à-dire quand on dit par exemple qu'il n'y a pas dans un État qui se dit démocratique, il n'y a pas question à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le gouvernement, les gouvernants n'ont pas de la volonté que les ministres répondent. Parce que les ministres doivent répondre parce qu'ils sont payés par l'argent du gouvernement. Interpellé qui a refusé de répondre? Non, moi je vous pose la question alors. Non, je vous demande si vous avez connaissance d'un ministre qui a été interpellé qui a refusé de répondre. Non, ce n'est pas ça, vous savez, vous ne pouvez pas me poser cette question-là parce que il vous savez très bien. Il revient à nous, acteurs politiques, d'accompagner la lutte contre la corruption en nous mettant dans des postures où nous demandons à ceux qui dirigent de rendre. Il faut dire alors aux députés de votre parti politique, le BR, puisque je rappelle aux téléspectateurs que le Bénin a un parlement monocolore. Tous les députés, laissez-moi finir, tous les députés de l'Assemblée nationale soutiennent l'action du gouvernement. Alors dites-leur alors qu'ils doivent poser des questions. Mais avant, on ne disait pas... Avant, on ne disait pas aux députés avant qu'ils ne posent les questions. Hein. Mais maintenant, dites-leur alors de poser des questions au truc là. Parce que... Un instant. Qui, au-delà de ne pas être parlementaire, oui, a aussi les armes pour demander au gouvernement de rendre. Non, quoi mais quand quelle prérogative j'ai en tant qu'opposant de monter sur un plateau de télévision ou bien d'aller animer une conférence de presse pour dire... Sur la question de l'inter... Oui. Alors, vous avez été suffisamment clair l'un et l'autre sur cette question de l'interpellation du gouvernement. Chacun s'est exprimé. Oui. Ce qui m'importe,
lorsqu'on interpelle des gens, par exemple, Oui. vous connaissez beaucoup de dossiers dans lesquels des gens ont été peut-être condamnés à des peines d'emprisonnement dans ce pays. Oui. Parfois, on entend même que c'est des arrestations ciblées, etc., etc. Mais Karim Goundi, lorsqu'on est dans un tel contexte, est-ce que parfois on ne se dit pas, les gens sont un peu trop têtus en n'ayant pas peur de ce dispositif, même s'il est ciblé, même s'il est fait pour pouvoir arrêter ou écarter des gens, des adversaires peut-être. Est-ce que ce n'est pas parce que parfois les gens n'ont pas peur que le mal perdure? Alors oui, c'est parce que les gens n'ont pas peur. Et je vais vous dire pourquoi des fois les gens n'ont pas peur. Très bien. C'est parce qu'ils savent que le système qui est mis en place, il peut rentrer dans les mailles. C'est parce qu'ils savent que, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon, vous avez dit qu'on va arriver à ça tout à l'heure, oui, lorsqu'on met une cellule à la présidence, par exemple, c'est parce qu'ils savent qu'au sommet, j'ai quelqu'un que je peux corrompre, alors je peux faire ce que j'ai à faire. Alors lorsqu'on dit, c'est pourquoi il faut laisser vraiment des gens neutres avoir un système de lutte contre la corruption. Lorsque vous, en tant que politique, c'est vous qui allez, comment on appelle ça, c'est vous qui allez contrôler les gens alors que vous êtes un homme politique. Quand on dit un homme politique, c'est qu'il a des obligations. Non, mais de façon concrète, il y a les inspections générales de l'État, il y a les juridictions qui sont là, la CRIET par exemple qui a été instituée pour réprimer sévèrement les infractions économiques et de terrorisme. Lorsque vous voyez tout cet arsenal, ce ne sont pas des politiques qui décident. Non, mais vous n'êtes pas sans savoir que la CRIET est reliée directement au ministère. Non, moi je ne le sais pas. Ça, non, mais attendez, quand la preuve c'est que là où nous sommes au lieu de la juridiction est dans un immeuble au niveau des Porte-Nouveau. C'est l'immeuble du ministère de la Justice. D'accord. En tout cas, c'est l'immeuble de l'État, la justice faisant partie de l'État. Non, il n'y a pas de souci. C'est l'immeuble de l'État. Mais je vous dis quand même je vous rappelle quand même que il a la parole. Que la CRIET est logée au niveau d'un immeuble du ministère. Non, je précise. Oui, allons-y. Je précise en disant du ministère de la Justice. D'accord. Donc, lorsque c'est comme ça, ça veut dire que c'est le politique qui va décider. Non, mais en tant que juridiction, lorsque vous voyez la CRIET fonctionner, dans le fond, par exemple, et on ne va pas faire un focus sur la CRIET seule. Oui, bien sûr. Nous parlons de la lutte contre la corruption. Est-ce que dans le fond, modalités de fonctionnement d'une juridiction ne sont pas respectées par les tribunaux, la CRIET, etc., pour que vous puissiez dire, lorsque, par exemple, on prend un exemple simple, je vais dans une mairie, je vais faire ma carte d'identité. Et puis la secrétaire ou l'agent qui est là, simplement, ne veut pas peut-être qu'on suive le processus normal. Bon, monsieur, si vous voulez vraiment avoir votre carte dans les délais, il faut déposer ceci. Est-ce que ça, c'est parce qu'on continue quelconque politique quelque part, qu'on en arrive toujours à avoir des actes de ce genre aujourd'hui en 2022, par exemple? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je dis que je suis d'accord avec ça. C'est parce qu'on compte sur quelqu'un qui est en haut et c'est cette personne-là qui vient à la télévision dit « Je veux lutter contre la corruption » alors que c'est sur lui qu'on compte pour poser des actes de corruption. Lorsque c'est comme ça, c'est compliqué. Et c'est ce que je dis. Pour que nous puissions avancer dans la lutte contre la corruption, il faut donner la grande partie de cette lutte-là aux organismes indépendants, pour qu'ils puissent être un peu libres. Lesquels, par exemple? Parce que là, on a parlé de la CRIET, on a parlé des juridictions. Oui. Quels sont les organismes qui devraient vraiment faire l'affaire pour vous convaincre? Non, pas pour me convaincre, pour que les gens aient peur de ne plus corrompre les gens. Oui. Alors, on peut créer si dans un pays, la justice est vraiment indépendante, d'accord, les gens auront peur. Si les gens disent, attention, la justice est indépendante, c'est pas parce que je suis un soutien du chef de l'État que je vais faire tant. Il aura peur. Mais contrairement à ça, ce qu'on constate au niveau de la rupture, malgré tout ce que mon ami est en train d'étaler aujourd'hui, mais les faits de corruption se multiplient. Mais pourquoi ça se multiplie alors que vous dites la CRIET est là, la CRIET travaille, ainsi de suite, ceci est fait, l'autre est fait, ainsi de suite, alors que ça continue toujours d'être fait. C'est parce que les gens comptent sur certaines personnes qui décident au sommet, c'est pourquoi ils continuent de corrompre. Voilà ce que moi j'ai à dire. Bien. Je pense que sur cette question-là. Oui, je pense que non, j'ai une question précise pour vous. Ajoutez à ce que vous avez certainement entendu. Dans l'opinion, on entend parfois certains acteurs, même provenant du système judiciaire, parfois crier au scandale, estimant que la justice n'est pas forcément indépendante. Est-ce que c'est ça? D'abord, est-ce que c'est réel? Et de deux, si c'était vraiment réel, est-ce que c'est ça qui nourrit la permanence de ce mal? Moi, je bats d'abord en brèche l'argument qui parle de non-indépendance de la justice. Je pense que dans nos États, nous avons des justices qui
au fil du temps, ce travail à renforcer. Je n'ai pas dit. Je n'ai Non, pas dit. que la justice obéit à la je voulais corriger. je bats l'argument. Je n'ai pas dit votre argument. J'ai dit que si la justice n'est pas indépendante. J'ai dit je bats l'argument. J'ai dit je bats l'argument et non votre argument. D'accord. Nous travaillons de plus en plus à renforcer l'indépendance de la justice, même dans les plus grandes démocraties. C'est un faux argument. Tout à l'heure, M. Goun parlait de la proximité de la protection que certaines personnes ou certains citoyens pensent qu'ils devraient, qu'ils ont ou qu'ils pourraient avoir du chef de l'État pour aller vers des actes de corruptibilité. C'est faux? C'est faux. Ah bon? D'accord. Vous savez aujourd'hui, depuis 2016, le nombre de personnes proches, appartenant au même parti, appartenant au même clan politique que le régime, que des acteurs du régime qui ont été interpellés parce qu'il y a eu des actes de corruption. Parce que les faits leur ont été reprochés dans leur gestion actuelle, dans leur gestion précédente. Le chef d'État n'est pas venu protéger ces gens-là. Le chef d'État n'est pas passé dans des couloirs, n'est pas passé dans les couloirs pour dire parce que c'est un proche à moi, à fermer ce dossier. Nous avons plusieurs proches de chefs d'État qui ont été devant la justice, qui ont répondu de leurs actes. En revanche, c'est des gens qui estiment, peut-être parce qu'ils ne sont pas proches du chef de l'État, s'ils ne sont pas dans la maille politique aujourd'hui de la mouvance, qui refusent de répondre de leurs actes et qui se réfugient derrière d'autres argumentaires comme indépendance de la justice et impartialité de la justice pour refuser de répondre de leurs actes. Mais je pense, pour aller dans le fond du sujet, qu'au-delà d'être un fait politique, ou une question politique, la lutte contre la corruption n'est pas seulement politique, elle est aussi sociale, elle est aussi culturelle. Et je pense que nous, aujourd'hui, oui, nous allons faire un débat politique en disant au plus haut sommet quel est le niveau de volonté politique que nous avons. Au niveau législatif, quels sont les instruments législatifs que nous avons mis en place. Et je vous dis au niveau politique, la volonté politique est là. Les relations de corruptibilité, les soutiens de corruptibilité que les acteurs politiques, les soutiens de corruptibilité que les opérateurs économiques, les soutiens de corruptibilité que les citoyens pensent qu'ils devraient avoir au plus haut sommet, aujourd'hui n'ont plus ce soutien de corruptibilité. Le chef d'État est intransigeant, il est impartial sur la question de la corruptibilité et je pense qu'il faut le féliciter. Sur l'arsenal juridique, nous avons évolué. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a beau crier notre arsenal juridique, beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de copier notre perspicacité, notre diligence, notre efficacité dans la lutte contre la corruption en mettant en place des juridictions qui traitent de ces questions de crimes économiques avec diligence, avec professionnalisme. Donc sur le plan de l'arsenal juridique, vous avez peut-être vos arguments, mais je pense que l'arsenal juridique de plus en plus dans notre pays aujourd'hui est renforcé. Nous avons les lois, nous avons aujourd'hui une juridiction qui traite avec efficacité dans le temps et dans la qualité, en faisant preuve d'impartialité, les questions, les sujets liés au crime économique et à la corruption, je pense qu'il faut s'en réjouir. Mais aujourd'hui, la question qui a été posée, pourquoi est-ce que nos concitoyens sont de plus en plus têtus, sont de plus en plus résistants à la lutte contre la corruption? Et je pense qu'il faut être honnête et de dire que oui, nos concitoyens sont têtus, ils sont résistants à la lutte contre la corruption quand ils sont des acteurs. Mais quand ils sont des victimes, ils sont les premiers à crier, ils sont les premiers à dénoncer, ils sont les premiers à murmurer. Simplement parce que les stratégies que nous avons mises en place depuis 20 ans, c'est des stratégies qui quittent le sommet vers le bas et qui n'impliquent pas davantage la société. Impliquer les citoyens, ce n'est pas la société civile. Encore que les structures de la société civile que nous avons vues lutter contre la corruption, c'était des structures qui quittaient dans leur mécanisme depuis le sommet vers le bas. Mais de plus en plus aujourd'hui, il faut responsabiliser les citoyens, il faut responsabiliser la population. Et je pense qu'en allant vers une cellule de dénonciation, c'est un pas vers la responsabilisation du citoyen pour dire aujourd'hui, vous avez une entité, vous avez une cellule qui vous permet vous-même en tant que citoyen de vous responsabiliser dans la lutte contre la corruption. L'ancrage institutionnel, je comprends vous pensez que l'ancrage institutionnel doit être neutre. Je dis non. La lutte contre la corruption, elle est politique et l'ancrage institutionnel ne peut qu'être politique. L'ancrage institutionnel ne peut qu'être au niveau du premier garant, du premier qui répond de la lutte contre la corruption au niveau du pays. Et au niveau du pays, ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les structures neutres qui répondent de la lutte contre la corruption. Il revient au gouvernement, il revient au chef de l'État de répondre de la lutte contre la corruption. Et c'est à juste titre que l'ancrage institutionnel aujourd'hui est au niveau de la présidence et cela n'empêche pas de garantir une efficacité dans la lutte contre la corruption. C'est ça. Alors, il y a les téléspectateurs qui nous envoient massivement des messages par ici. Hervé Alagbé estime, par exemple, que M. Goundi n'est pas objectif et que l'opposant n'a pas pour prérogative de dire tout le temps que rien n'a été fait et qu'il faut reconnaître
de faire preuve d'honnêteté intellectuelle en reconnaissant qu'il y a une certaine volonté. Il y a Sebo Rodrigue qui fait même un parallélisme avec les gouvernants passés. Il estime que, par exemple, Boni Yayi, qui est le président d'honneur de votre parti, à l'occasion de sa gouvernance, il a fait 10 ans au pouvoir, que c'est à la fin de son mandat qu'on a eu le plus d'éléphants blancs et que donc, du coup, on est beaucoup plus meilleur joueur, et ça, c'est moi qui le paraphrase, à la touche plutôt que sur le terrain. Est-ce que, Karim Goundi, ça ne témoigne pas d'une certaine subjectivité dans vos positions? Et là, j'ajoute, qu'est-ce que les partis politiques font dans ce sens, par exemple, pour sensibiliser les concitoyens à comprendre, on va dire, le caractère sacré du déni public? Alors, avant que je ne réponde à cette question rapidement, je voudrais rebondir un peu sur ce que a dit mon ami d'en face. Oui. Il a démontré dans son intervention qu'il y a la volonté politique, il y a l'arsenal juridique qui est là. Cet arsenal juridique existait depuis un certain temps. Il a été renforcé. D'accord. Le renforcement dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, vous n'allez pas me dire aujourd'hui, ce que moi j'ai remarqué, ce que j'entends à l'international, c'est que les gens décrivent plus notre arsenal juridique aujourd'hui, parce que les institutions qui ont été introduites, qui ne font pas honneur au Bénin. D'accord. Vous reconnaissez que c'est un pas qui a été fait que non, attendez, laissez-moi finir. Il y a des actes de corruption qui ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la corruption n'est pas que truc là. Il y a aussi la corruption électorale. Il y a la corruption électorale. Vous voulez qu'on en parle? D'accord. Non, je vais en parler parce que c'est un acte de corruption aussi. D'accord. On a vu ici, après l'élection présidentielle, on a vu ici des vidéos qui ont circulé, des images qui ont circulé, qui parlent du bourraille d'une, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on a au moins eu la chance de voir le ministre porte-parole d'alors venir à la télévision dire que les mesures seront prises et que les enquêtes seront faites pour qu'on puisse punir ceux qu'il faut punir. Jusqu'à présent, vous avez quoi? On n'a rien. D'accord? Il va répondre à ça. Il va répondre à ça. On n'a rien. Mais pour qu'on évolue, moi, je voudrais vraiment qu'on se table sur les infractions économiques, l'assainissement des finances publiques. Oui. Sur ce volet-là, est-ce que ça avance ou pas? Non, moi, je ne peux pas me prononcer par rapport à l'assainissement des finances publiques lorsque une gestion est faite d'une manière opaque. Lorsque c'est opaque, on n'arrive pas à avoir des informations. Comment vous voulez que je puisse intervenir? Lorsque, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Oui. Un exemple simple. Lorsqu'on me parle par exemple du leasing, à l'arrivée de la rupture, on parle de leasing. D'accord? Jusqu'à présent, on ne peut pas savoir combien coûte le leasing au contribuable béninois. Ça lui coûte combien, on ne peut pas savoir. On cherche les informations, on ne trouve pas. Alors, comment vous voulez que je me prononce sur des faits que je n'ai pas connaissance? Parce que c'est opaque, vous ne pouvez pas aller chercher l'information. Et je suis les députés à l'Assemblée nationale. Aucune question au ministre des Finances par rapport à cette question-là. Comment vous voulez que je me prononce? Alors, je reviens à votre question pour les téléspectateurs, oui. Il y a aussi le rôle des partis politiques. Oui, c'est vrai que dans notre culture, il nous faut vraiment beaucoup travailler. Les partis politiques aussi ont un grand rôle à jouer parce qu'il faut sensibiliser les militants par rapport au caractère sacré de la chose publique. Oui. D'accord? Ça, ce n'est pas une faute à un régime donné, c'est une faute à on entend très peu les partis. C'est lorsque les élections sont là que vous venez pour réclamer le rétablissement de la démocratie. Non, ça c'est vrai. Ça, et après les élections, tout le monde disparaît. Oui, ça, vous avez pleinement raison. Très bien. Vous avez raison que nos partis politiques ne fonctionnent pas comme ils devaient fonctionner, parce qu'un parti politique, ce n'est pas seulement créer, avoir un récépissé, c'est sensibiliser aussi les populations à la base, c'est de faire des leçons de civisme pour qu'on puisse vraiment aimer la chose publique. On ne le fait pas assez. Ça, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait que vraiment on y pense. Par exemple, quand vous prenez par exemple, un pays comme le Maroc, et la chose publique est tellement respectée. Les gens sont plus sérieux dans l'administration publique au Maroc que dans l'administration privée. Parce qu'ils disent, ah, ça c'est pour l'État, attention, on doit travailler ensemble pour arriver à là. Quand je reviens aux téléspectateurs qui parlent, ce n'est pas qu'on est contre un régime en place. On a dit que dans tous les régimes, il y a eu des actes de corruption. Mais moi, je trouve que sous le régime Yayi, il y a plus de la volonté. Ils ont parlé de 10 ans. Et que c'est après 10 ans qu'on a vu des éléphants blancs. Mais attendons de voir d'autres faire 10 ans et voir s'il n'y aura pas le double, mais le triple des éléphants blancs. Vous n'en verrez pas. Mais attention, mon frère. Non, attendez. Je vous permets de dire non, attendez, il faut me laisser finir. Il y a l'aéroport de Glodjibé qu'on nous a annoncé que... Non, attendez. Oui, on continue. Quand on prend l'aéroport de Glodjibé, on a dit qu'on va le faire et qu'il serait livré en 2020.
Aujourd'hui, officiellement, on est sorti pour dire qu'on abandonne le dossier. Ça, c'est quoi? C'est l'éléphant rouge, ça? Ou bien c'est l'éléphant blanc? Vous n'avez pas la définition d'un éléphant blanc. Ah non, mais dites-nous. On va pas faire les études. On va pas faire les études de syntaxe. Moi, je vous dis une chose. Vous n'avez une mauvaise compréhension d'un éléphant blanc. On en discutera. Vous nous offrirez un autre plateau pour parler de la définition d'un éléphant blanc et des éléphants blancs. Donc, c'est pour dire que, en fait, ceux qui sont en train de parler de sentimentalisme, peut-être pour ainsi de suite, le régime de Yahi, ainsi de suite, on parle sur les faits. Tout à l'heure, j'ai dit, sous Yahi, la prescriptivité du crime pour la corruption, c'était 20 ans. Et le président Yahi faisait tout possible pour l'amener, pour enlever, mais que ça soit définitif. Le régime de la rupture est venu ramener à 6. Ça, c'est un fait palpable qui montre que la volonté politique était de l'autre côté et la volonté politique n'est pas sous la rupture. Merci. Vous avez été suffisamment clair. Alors, Loukman Tidjani, s'il vous plaît, que l'arsenal législatif a été renforcé, que des juridictions ont été mises en place. Je vous ai opposé un fait palpable. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous avez le don de ne pas reconnaître les efforts qui ont été faits. Il y a un téléspectateur, Armagoun, qui envoie une question à vous personnellement. Peut-être dans la même perspective que M. Goundi tout à l'heure, qui faisait allusion au leasing, par exemple. Lui, il estime que les voies qu'on construit, qu'on ne communique pas sur le coût, par exemple, pour le concitoyen, et que du coup, c'est selon lui un acte de mauvaise gouvernance. Je pense que votre ami doit chercher les moyens de communication du gouvernement. Les moyens de communication. Non, on ne cherche pas la moyenne de communication. On communique pour les gens. Oui, le gouvernement a des canaux, s'il vous plaît, le gouvernement a des canaux de communication. Oui. Et sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de dossiers, il y a des canaux de communication. Sur les questions budgétaires, vous connaissez les canaux de communication. Ce n'est pas dans la rue qu'on communique sur les questions budgétaires. Sur les questions de gouvernance, vous savez aujourd'hui qu'il y a toute une plateforme, tout un mécanisme de e-gouvernance. La question est claire. Est-ce que le concitoyen aujourd'hui peut savoir exactement combien ça coûte à l'État de faire tout ça? Le concitoyen aujourd'hui a les moyens de savoir combien le coûte le kilomètre de route. Allez sur les panneaux, allez sur les canaux du gouvernement. Oui. Je ne suis pas venu pour je suis pas venu pour faire une évaluation des coûts des chantiers. Mais si vous allez sur les canaux, dites-nous le kilomètre. Je ne suis pas venu pour faire une évaluation des coûts des chantiers. Non, le kilomètre de voie asphaltée coûte combien? Demandez au niveau de votre parti politique que les acteurs qui travaillent sur ce chantier puissent vous éclairer. Et je vous dis, vous avez les canaux pour avoir des informations sur les coûts. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Moi, je vous dis, vous ne voulez pas voir la réalité en face. Mais c'est dommage. Je ne peux que vous parler du prix auquel j'ai acheté ce stylo. Oui. Je ne peux pas vous parler du prix auquel le gouvernement a fait. Est-ce que vous savez, je vous dis, allez sur les canaux. Non, attendez, est-ce que vous savez que sous Boni Yahi, oui, sous Boni Yahi, on a su. Le kilomètre de voie goudronnée est connu. Oui, on a su aussi que 25 égale à 45. Non, laisse ça, ça c'est notre débat. Non, ça c'est notre débat, ça c'est notre débat. Donc je vous dis, est-ce que vous savez que 1 kilomètre de voie goudronnée sous Yahi est connu? D'accord. 1 kilomètre de voie goudronnée sous le régime de Patrice Talon est connu. Et les canaux efficaces pour le dire, allez faire de votre recherche. Dites-nous, moi, non, on ne connaît pas. Offrons-nous l'occasion. Peut-être que nous ne pouvons pas faire les recherches. Dites-nous comment ça peut l'occasion une autre fois de venir discutons sur les coûts des infrastructures. Non, vous êtes venu pour un débat sur la corruption. Oui, non. Mais vous devez savoir qu'on doit poser cette question-là. Mais dites-nous, le leasing coûte combien au contribuable béninois? Allez sur les canaux. Non, il faut répondre. Je ne suis pas le ministre des Finances. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Les téléspectateurs en jugeront aussi. Allez chercher tous les canaux et je me ferai l'amitié. Non, ça prouve réellement. Ça prouve que. Je me ferai l'amitié à la fin de ce débat de vous donner les informations. Non, donnez ça sur le plateau pour que tout le monde puisse. Il faut donner ça sur le plateau. Ceci étant parlé, vous avez parlé du rôle des partis politiques. Oui. Je pense que c'est très important. Oui. Ce que vous avez dit. Non, c'est important aussi de savoir le coût. Oui, c'est très important. Vous l'avez déjà dit. Je dis c'est important ce que vous avez dit. Et les partis politiques doivent davantage commencer à faire un assainissement à l'interne. Déjà dans le choix des candidats. Dans le choix des acteurs qui animent les partis politiques. C'est déjà là qu'aussi commence la lutte contre la corruption. Ce n'est pas non seulement l'éducation des militants, ce n'est pas les sensibilisations, mais le choix des candidats. Il ne faut pas que des candidats viennent à un moment donné avec des mines, que des candidats viennent avec des ressources pour faire basculer la ville, le fonctionnement des partis politiques. La lutte contre la corruption commence aussi déjà par là. Il faut que nous travaillions ensemble à avoir des partis politiques ou dans nos partis politiques, ceux qui méritent puissent être candidats plutôt que ceux qui viennent à un moment donné avec l'argent. C'est de notre responsabilité, c'est la responsabilité de tous les partis politiques et je pense que nous y travaillons au niveau du Bloc républicain, que vous le ferez aussi au niveau de votre parti politique pour aller vers cela. Alors avant que vous ne puissiez avoir la parole, ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole tout à l'heure. Il y a Sora Geoffroy qui a envoyé une batterie de questions à chacun d'entre vous. Oui.
D'abord, à vous, Lukman Tidjani, il demande par exemple, toujours dans la même dynamique, que par exemple le siège de construction de l'Assemblée nationale, pourquoi ce silence autour de cela et que c'est un signe pour lui de l'opacité dont parlait peut-être M. Goundi tout à l'heure. Il estime que le système de communication gouvernementale aujourd'hui n'a pas un volet de l'investigation. Je ne sais pas exactement ce qu'il y met, mais peut-être que vous notez déjà, vous allez voir. Et puis il demande qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour inverser la tendance en matière de communication, pour que même sans que le citoyen n'aille chercher, que l'information vienne jusqu'à lui. Et à M. Goundi, Soha Geoffroy demande, est-ce que vous ne voyez pas que le régime actuel est beaucoup plus réactif et beaucoup plus productif en matière de lutte contre la corruption que le régime de Boni Yayi qui a été beaucoup trop passif et là et inactif, j'estime, enfin je cite ces termes. À ces différentes questions, j'ajoute celle-ci qui vient de moi, la création de la cellule de dénonciation créée à la présidence de la République. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle stratégie du gouvernement de continuer à installer la transparence, de ramener jusqu'au fin fond du citoyen lambda qui peut-être n'a personne comme député, ministre à qui il peut se plaindre? Est-ce que ce n'est pas une manière de lui donner la parole jusqu'où il est pour qu'il puisse dire j'ai été victime de ceci à la mairie aujourd'hui, à tel endroit aujourd'hui? Karim Goundi, alors, je ne commence pas à répondre déjà à la question de notre téléspectateur qui dit que est-ce que le régime de la rupture n'est pas plus réactif que le régime précédent. Je voulais dire ceci, je ne trouve pas que le régime de la rupture est plus réactif. Et je confirme encore en disant que en matière de lutte contre la corruption, l'opacité dans la gestion des affaires publiques joue un rôle capital. Ça fait qu'on ne sent pas une volonté de lutte contre la corruption. Je vous donne des exemples simples. Alors, lorsqu'on prend par exemple le boulevard de la Marina, le boulevard de la Marina, qui quitte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui quitte derrière la présidence, qui passe devant les hôtels jusqu'à l'aéroport. Alors, combien de fois cette voie-là a été faite et refaite, ainsi de suite, surtout que c'est avec l'argent du contribuable? À quel prix est-ce qu'on nous communique? Est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire ne devait même pas aller là-bas pour essayer de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand on fait et on refait, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé. Deuxième pour dire aux téléspectateurs que voilà par exemple un fait où les gens ne réagissent pas. Quand on prend par exemple les déménagements des nouveaux marchés, on décide de déménager les marchés, on construit ailleurs, ainsi de suite. Il faut qu'on sache dans quelles conditions c'est fait. Lorsqu'on prend par exemple le projet Semé City, qui a été pensé, réfléchi, installé à ses mains, c'est pourquoi ça porte alors le nom Semé City. Du jour au lendemain, on déménage le projet de là-bas, d'accord, et on l'amène de l'autre côté du Ouida, et quand on va, c'est avec il y aura des surcoûts forcément. Il y aura de l'argent qui serait passé, il faut faire études de faisabilité, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est fait depuis, comme l'a dit le téléspectateur, le régime actuel est plus réactif. Pourquoi on ne réagit pas par rapport à ces gens de faits-là? Et c'est ce que je dis, c'est l'opacité qui est en train de continuer dans la gestion. Et lorsqu'on est opaque, lorsqu'on fait une gestion opaque, on ne peut pas prétendre lutter contre la corruption. Si vous voulez, je vais me prononcer sur la cellule qui a été créée. Si, je vous ai posé la question, allez-y. Alors pour moi, cette cellule a été créée, moi je pense qu'il n'y aura aucun résultat. Pourquoi? Du moins, il n'y aura pas assez de résultats. Pourquoi? Parce que en matière de lutte contre la corruption, on ne s'auto-surveille pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, ce sont les concitoyens plutôt qui vont dénoncer. Et Bien sûr. Et la cellule traite. Oui, la cellule qui traite... Ça permet à la cellule d'avoir l'information, de collecter l'information. Oui, ceux qui traitent là sont des politiques. D'accord. Quand dans tout régime, ce n'est pas seulement propre à la rupture, dans tout régime, le siège de la corruption, c'est la présidence de la République. Bien sûr. Puisque c'est là-bas, on a des gens, on compte sur des gens. Non, attendez, c'est dans tous les pays, c'est comme ça. C'est là-bas, on compte sur des gens pour faire ce qu'on fait sur le terrain. Alors, lorsqu'on dit, on veut créer une cellule et que les gens peuvent appeler pour dénoncer, moi je ne trouve pas, moi je trouve que ça ne va rien donner. D'accord. Ça ne va rien donner parce que quand on prend le téléphone, on appelle, celui qui décroche, il est politique. Celui qui décroche, il est politique. On n'en a pas encore la preuve. Ça peut être un simple employé, un technicien. Mais c'est un politicien qui l'a nommé. D'accord. Il y a un politicien qui l'a nommé forcément. Et là, il y a problème. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Et je pense que l'avenir me donnera raison. On peut revenir sur cette table, sur ce plateau, faire ce débat-là. Ça ne va donner aucun résultat. Je suis surpris de ce que vous dites de nos concitoyens qui travaillent dans l'administration publique, y compris la présidence. Bien sûr. Donc vous pensez que parce qu'on est à la présidence, on ne peut pas faire preuve d'impartialité,
On ne peut pas faire preuve de professionnalisme dans la gestion des dossiers et qu'on ne peut pas faire preuve de professionnalisme de passer dans des investigations sur des dossiers qui seront dénoncés. Je suis surpris si vous me dites non, parce que nos concitoyens, c'est des Béninois qui sont à la présidence, c'est des Béninois qui décident de travailler à un moment donné. Et moi, je leur fais confiance tant que le cap est donné par l'acteur, par la volonté politique. Le chef d'État a donné le cap. Pendant 5 ans, il a montré qu'il est impartial, qu'il est intransigeant et qu'il n'a presque pas d'état d'âme dans la lutte contre la corruption. Et je pense qu'il revient aux concitoyens, aux cadres qui vont travailler dans ces cellules-là, d'accompagner le boom et de faire preuve d'impartialité, de professionnel dans la gestion de ces dossiers. Je suis surpris, M. Gounou, que quand on finit les conseils des ministres, vous vous intéressez simplement aux nominations. C'est ce que j'ai compris de par votre intervention. Parce que quand, s'il vous plaît, quand vous donnez des exemples, vous êtes donné des exemples. Nomination, pas du tout. Non, je vous intéresse aux nominations. Oui. Mais quand vous donnez l'exemple du boulevard de la Marina, Oui. il y a eu plusieurs communications au Conseil des ministres qui ont justifié, s'il vous plaît, M. Gounou, Oui. ce que vous avez observé aujourd'hui. Et ces conseils des ministres ont S'il dit vous plaît, à combien ça coûtait oui, quand vous prenez, s'il vous aux plaît. contribuables la reprise des travaux. Je vous dis, il y a des communications au Conseil des ministres qui disent, qui justifient la prise des travaux et qui donnent les coûts. Je vous dis, dorénavant, lorsque vous avez les relevés du Conseil des ministres, ne vous intéressez pas aux nominations. Allez voir les travaux qui sont lancés, les coûts de ces travaux, les voies qui sont lancées, peut-être à l'intérieur du pays, on donne le coût de ces travaux et on donne le nombre de kilométrages. Je pense qu'il faut faire cet exercice dorénavant. Alors, S'il vous plaît, il faut faire cet exercice plutôt que de dire qu'on fait preuve. Il faut faire cet exercice plutôt que de dire qu'on fait preuve d'opacité. Le mot opacité, c'est déjà trop fort, s'il vous plaît, parce que vous et moi, nous connaissons le budget de l'État. Chaque année, nous avons connaissance du budget de l'État, nous avons la possibilité, vous et moi, je sais que vous avez les canaux pour aller vous renseigner sur chaque ligne budgétaire, quelle est la part du budget qui est accordée à chaque ministère, à chaque ressource. Plus loin, nous avons depuis un an, quand vous parlez du prix d'un certain nombre d'équipements qui sont pris dans les ministères, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une expérience depuis un certain nombre d'années à avoir un référentiel national des prix d'achat des produits dans l'administration. Si tout ça est fait, c'est pour renforcer davantage la crédibilité dans la gestion des affaires publiques. Quand vous parlez d'opacité, je pense que vous êtes allé un peu très très fort. Il y a un concitoyen qui a parlé de la question d'investigation. C'est parce qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il y a un travail d'investigation sérieux qui est fait, que vous avez des dossiers qui ne sont même pas attendus, qui sont révélés à la place publique des dossiers de corruption. Donc il y a un travail d'investigation. L'investigation, ce n'est pas crier comme je l'ai dit. L'investigation, c'est les inspections générales, c'est les inspections des ministères, c'est les audits, c'est même des structures qui sont diligentées depuis la présidence, depuis d'autres structures, pour aller dans les ministères, savoir ce qui se passe. Je pense que nous avons un gouvernement d'investigation efficace qui est beaucoup plus actif. La tendance de la communication. Je pense que nos citoyens doivent comprendre que la communication, ce n'est pas forcément d'un point A vers un point B, mais ça doit aller d'un point B vers le point A. Et en mettant en place cette cellule que vous décriez, c'est un canal de communication pour faire en sorte que les citoyens puissent communiquer vers les autorités, vers l'autorité publique. Je vous ai dit, vous avez vos raisons d'avoir un peu de réserve sur l'ancrage institutionnel qui est donné à l'institution. Mais nous avons fait l'essai dans ce pays d'avoir un ancrage institutionnel autour d'une structure impartiale. Nous avons eu les résultats. Nous connaissons aujourd'hui que les résultats que nous avons sont mitigés, que nous pensons que s'il y a une volonté politique qui est affichée et que nous sommes conscients de ce que cette volonté politique peut amener vers les résultats, essayons aussi d'avoir un ancrage institutionnel vers cette volonté, vers cet acteur politique-là, l'ancrage au niveau du régime, du gouvernement, pour faire en sorte que nous puissions avoir des résultats beaucoup plus efficaces. L'ancrage institutionnel, ça varie d'un pays à un autre. Il n'y a pas de modèle calqué d'ancrage institutionnel de structure de lutte contre la corruption. Mais ce que nos concitoyens doivent comprendre aujourd'hui, et comme vous le dites, c'est de notre rôle davantage, c'est d'amener nos concitoyens à comprendre que la corruption nuit au développement, que la corruption nuit à la croissance, et qui ne revient pas au président Patrice Talon, qui ne revient pas au ministre Inks, il ne revient pas à tel de lutter seul contre la corruption, mais que c'est un travail quotidien. C'est un travail que chacun d'entre nous doit faire dans sa maison, dans son travail, même dans l'administration privée. C'est un travail que nous devons faire aussi dans nos partis politiques, puisque nous aspirons aussi à conquérir le pouvoir et faire en sorte que ceux qui animent nos partis politiques, ceux qui sont nos soutiens, soient aussi des hommes crédibles, soient des hommes qui comprennent qu'il faut une bonne gestion des affaires publiques. Il faut que des gens qui, aujourd'hui, soient à l'abri et qu'aucun crime ne leur soit reproché, et que ceux à qui des crimes sont reprochés, ceux
à ceux qu'on appelle pour répondre de leurs actes de crimes économiques puissent venir répondre plutôt que de se réfugier sous des vocables et refuser de venir répondre à la justice. Alors, je voulais réagir rapidement avant que vous me posiez la question, si vous permettez. Oui, allez-y. D'accord. Rapidement, je vous prie. Oui, rapidement. Moi, je voudrais dire à M. Tidjani, nous sommes en train de faire un débat concret. C'est du concret qu'on est en train de faire. C'est du concret qu'on est en train de faire. Alors, on vous a posé une question simple. Combien coûte le leasing au contribuable béninois? Vous n'avez pas pu répondre. Vous dites d'aller dans les documents. Vous êtes à un débat ici. Ça fait un. Excusez-moi, ça fait un. Je ne suis pas un membre de du deux, vous dites que vous avez confiance à ceux qui travaillent dans l'administration publique. À nos concitoyens. Oui, quand on dit on a confiance à certains, puisque c'est eux qui sont, quand on dit la corruption est galopante, c'est eux qui sont les acteurs de la corruption. Donc, vous permettez qu'on dise quand même que, bon, qui va avoir un problème. Autre chose, vous parlez de, quand je jette un coup d'œil dans le relevé du Conseil des ministres, on ne voit que les nominateurs. Non, ça veut dire que vous n'avez pas idée, vous n'avez pas la maîtrise du système partisan. Parce que les démocrates, c'est un parti qui est déclaré de l'opposition. Ça veut dire que, on a fait une déclaration officielle déposée au ministère de l'Intérieur. Non, attendez, vous avez dit quelque chose, il faut que je corrige ce que vous avez dit. Là où on est aujourd'hui, un membre du Parti des démocrates ne peut pas avoir une nomination. Donc quand je regarde le relevé du Conseil des ministres, je regarde plus, est-ce qu'il n'y a pas encore augmentation d'impôts quelque part, parce que je vais au marché pour acheter... Depuis 2007, vous en avez vu. Non, attendez. Je vais au marché pour acheter de la matière première, des produits de première nécessité, ça ne fait qu'augmenter tous les jours. Donc, au lieu que je regarde le prix des kilométrages, les nominations... Oui. Non, le prix des infrastructures, vous ne voyez pas ça non, dans il n'y a le pas relevé. de prix. Vous ne voyez pas ça. Merci beaucoup à vous, à chacun d'entre vous. Vous ne voyez pas ça. La prochaine fois, je le partagerai avec vous. Et les téléspectateurs continuent de participer massivement. Dieu sait que nous recevons vraiment des dizaines de messages. On ne peut pas tout lire. Mais c'est le moment pour moi de vous préciser quand même que Bruno Vicos, par exemple, épouse votre point de vue. Il estime que la lutte contre la corruption a encore du plomb dans l'aile, ainsi que Marius Oké qui nous écrit depuis Parakou. Ils évoquent différents dossiers. Il y a beaucoup de téléspectateurs aussi qui, d'un autre côté, pensent que les démocrates ne peuvent pas estimer aujourd'hui que la gouvernance actuelle n'est pas bonne en termes de lutte contre la corruption. Ils sont nombreux à avoir aussi ce point de vue. C'est signe quand même que les débats continuent également sur nos différents canaux digitaux. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement de ce deuxième sujet. Dans 6 minutes, on a rendu l'antenne. On va parler rapidement des libertés humaines avec ce classement-là du rapport Human Freedom Index 2021 qui classe le Bénin 7e au plan africain et 76e au plan mondial avec un score de 7,32 sur 10. Il faut rappeler qu'en 2019, le Bénin avait été classé 9e en Afrique avec 85e au plan mondial avec un score de 6,77 sur 10. Donc, en clair, de 2019 à aujourd'hui, on a évolué et il faut dire que ce rapport se base sur les libertés individuelles et économiques. Karim Goundi, est-ce que vous avez l'impression que sur le plan des libertés, le Bénin progresse? Moi, je pense que, et c'est l'avis de plusieurs Béninois, que le Bénin régresse sérieusement. Et ce classement-là m'a surpris quand je l'ai lu. Bon, j'ai cherché à savoir les critères sur lesquels ils se sont basés pour faire, sur 54 pays africains, qu'on soit 7e. C'est quand même extraordinaire avec ce que nous constatons sur le terrain. Nous avons des cas précis. Au moins de 2019, comme en 2021, on a eu quand même des élections qui ont été organisées avec des Béninois qui sont tombés. Les Béninois sont tombés. Alors, et on a eu aussi des Béninois qui ont été arrêtés. Vous imaginez dans un pays, on arrête des gens, on arrête des Béninois et on les libère sans les juger. Il n'y a pas de jugement, oui, il n'y a pas de jugement et on libère. Parce qu'il y a des gens qui ont été libérés comme ça. Moi, je me dis, mais comment est-ce que les gens, sur quelle base les gens se sont, les gens ont travaillé pour nous classer 7e? Bon, malheureusement, je n'ai pas lu, je ne vais pas trop me prononcer là, je n'ai pas lu les critères sur lesquels, bon, quand vous dites liberté individuelle et économique, vous voyez qu'on est en insécurité économique au Bénin depuis un certain temps. Oui, on est en insécurité puisque le prix, le paquet de sucre que vous achetez avant, à 500 francs, c'est devenu 700 francs aujourd'hui. Vous voyez les prix qui grimpent, que les gens peinent à manger. Et qu'on me dise qu'un rapport est en train de parler de on est 7e et on se base sur les libertés économiques. Aujourd'hui, les impôts sur salaire, allez voir les impôts sur salaire. Ça bouffe réellement les salaires. Bon, quand on voit ceci, on se dit, mais attention, mais sur quoi les gens se basent? Bon, je ne dirais pas que je ne crois pas
à ce qu'ils ont dit, mais permettez que je porte des réserves. Très bien. Voilà. Et une parenthèse avant de vous donner la parole sur le sujet précédent. Il y a un téléspectateur, Rodrigue Houtou-Adam, qui a envoyé toute une dénonciation sur notre numéro. C'est plutôt les numéros qui seront mis à la disposition des téléspectateurs, enfin des concitoyens par la présence, qu'il va falloir saisir. En son temps, une affaire survenue dans un hôpital à Porto Novo. Le message a été reçu, mais nous ne sommes pas là pour pouvoir répondre à ces genres de sollicitations. C'est plutôt pour contribuer au débat. Alors, Lukman Tidjane, sur la question des libertés individuelles, est-ce que vous pensez que, franchement, on recule? Je pense qu'il faut préciser que le rapport que nous avons parle des données qui ont été collectées en 2019. Et entre 2017, 2018, 2019, le rapport estime que, et je suis d'accord que nous avons fait beaucoup d'avancées sur le plan des libertés individuelles. La liberté individuelle ne se limite pas simplement aux élections présidentielles ou aux élections législatives, M. Gono. La liberté individuelle se limite d'abord aux questions de liberté de religion. La liberté individuelle se limite aux questions de liberté d'association. La liberté individuelle se limite aux questions de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, le Bénin, nos citoyens vivent beaucoup plus dans une sécurité sociale, dans une sécurité sociale. Vous avez vu les réformes au niveau de la police républicaine pour faire un maillage du terrain. Aujourd'hui, les Béninois se sentent beaucoup plus en sécurité. Il n'y a pas eu des braquages chaque semaine où des forces de l'ordre sont tuées. Donc il y a eu des sécurités. La question de liberté individuelle, c'est aussi la question de relations. Et quand vous prenez le rapport qui a été présenté, je suis d'accord avec vous que s'il y a des éléments sur lesquels nous avons des défis à relever. Moi, je suis de ceux qui, lorsque on vous donne une note, une moyenne générale, vous prenez chaque matière pour savoir où est-ce que vous avez travaillé, où est-ce que vous n'avez pas travaillé. Et moi, j'ai fait cet exercice. Quand vous aurez l'occasion de voir ce rapport, nous pourrons faire ce débat pour parler des défis. Mais je pense que les défis que nous avons aujourd'hui à relever, au regard des informations de ce rapport, c'est de renforcer davantage notre arsenal juridique. Que les lois que nous avons, l'arsenal juridique que nous avons, plus davantage, que les citoyens puissent se sentir davantage dans un État qui garantit ces libertés-là. On le fait déjà, on le fait peut-être pas assez. Il y a des critiques, il y a des réserves qui sont portées, mais nous devons aller davantage vers cela. Aujourd'hui, nous avons la question de la menace sécuritaire avec la montée de l'extrémisme et du terrorisme d'origine islamique. Je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est relever ce défi-là pour que nos concitoyens puissent vivre dans un environnement paisible, dans un environnement de paix. Et qu'aujourd'hui, sur le plan de l'entrepreneuriat, quand vous parlez des questions de liberté, c'est la liberté commerciale. C'est comment est-ce que les entrepreneurs, comment est-ce que les hommes d'affaires interagissent entre eux. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des opérateurs économiques, des investisseurs qui viennent au Bénin. Je pense que c'est des questions de liberté économique aussi sur lesquelles il faut vraiment que nous puissions travailler. Vous avez abordé la question, je pense qu'il serait de mauvaise foi de ma part de ne pas aborder la question d'une perception aujourd'hui dans le panier de la ménagère à une inflation, à une hausse générale des prix. Je pense que dans les prochains jours, le gouvernement trouvera les moyens pour communiquer, expliquer et régler ce problème-là pour que, au-delà des mesures d'augmentation des SMIC que vous savez que vous n'avez pas voulu aborder, qu'au niveau du panier de la ménagère, qu'au niveau du prix du tomate et du sucre, que nos populations puissent vivre davantage à leur fin. Je pense que c'est un travail quotidien. Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de progrès social, il n'y a pas de panier de la ménagère qui s'améliore du jour au lendemain. Nous y travaillerons, le gouvernement du président Patrice Talon travaillera, les forces politiques qui sont avec le gouvernement l'accompagneront à ce niveau. Et je pense qu'au niveau de l'opposition, votre rôle aussi, c'est lorsque vous avez ces informations, d'expliquer à la population pourquoi nous avons ces trucs-là, plutôt que d'aller dans la victimisation ou dans l'accusation des acteurs politiques. Oui, M. Gondi. Oui, ce que je voudrais dire à M. Lukman Tidjane, c'est très beau quand il dit certaines choses alors qu'il connaît la réalité qui est là. C'est la réalité. Alors, ce que vous avez cité tout à l'heure comme les critères sur lesquels le rapport s'est basé pour nous classer. Alors, ces critères-là aujourd'hui, moi je vois plus que c'est les régimes précédents qui ont plus mis ceci en œuvre pour qu'on arrive à ce niveau-là. Pourquoi je vous dis ça? Non, attendez, pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous avez vu, tout cela existait au niveau des autres régimes. Ils ont quand même travaillé pour qu'il y ait liberté religieuse, tout ce que vous dites, et ainsi de suite. Alors, non, attendez. En 2015, on n'était pas 7e. En Attendez, 2016, on n'était pas 7e. Les rapports... Donc pourquoi vous pensez que 7e en 2019, c'est parce que c'est le régime précédent? Mon frère, sur les rapports que nous lisons, j'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas dire que c'est faux, mais je dis, permettez que j'ai des réserves par rapport aux résultats de ces rapports-là. Alors, au-delà quand le régime précédent partait en 2015-2016, avec ce rapport, nous n'étions pas 7e. Non, permettez que je parle. Il y a pas de problème. Ce que vous avez cité tout à l'heure, c'était
c'était existant au niveau des régimes précédents. Ça a été renforcé depuis 2015. Non, attendez, ça a été détruit. Renforcé. Non, ça a été détruit. Pourquoi? Non, ça a été détruit. Pourquoi? Attendez, ça a été détruit. Pourquoi? Aujourd'hui, ça a été détruit parce que vous n'avez plus le droit de marcher. Lorsque vous voulez marcher, vous ne pouvez plus marcher. Lorsque vous voulez gréver, on vous réduit. Le droit de marcher a été supprimé au Bénin. Attendez, quand les gens veulent marcher, on les dit qu'ils doivent aller faire des formalités et si possible même payer même ce qui... Non, attendez, permettez que je finisse. Non, permettez que je parle, s'il vous plaît. Permettez que je parle. Malheureusement, on est même arrivé au terme du temps imparti à cette émission. Vous avez le droit de ne pas reconnaître ce qui est fait pendant ces 5 dernières années. Merci infiniment à vous deux. Karim Goundi, vous êtes un responsable au sein du parti Les Démocrates, secrétaire à la jeunesse et au loisir. Merci d'avoir été sur ce plateau. Lukman Tidjani, acteur politique de la majorité présidentielle. C'est vrai, vous n'avez pas été mandaté officiellement par le parti Bloc républicain, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes un militant de ce parti. Merci d'avoir été là. Merci à tous les téléspectateurs, Syriaca, Koho, Ben Akrombessi, Paul Ogoubi qui nous ont écrit et bien d'autres. On ne pourra vraiment pas les citer tous.